Samedi 1er novembre 2014, cette semaine dans le grand show de l'info, le livre numérique séduit peu les Français, sauf s'il est gratuit. Le prix des e-books, vu comme trop élevé, reste un frein au développement de ce mode de lecture. Les banques alimentaires ont fêté leurs 30 ans le 24 octobre. Nous sommes allés dans les coulisses de cette banque alimentaire. Dans cette émission également, un survivant d'Ebola nous raconte son histoire. Enfin, comme chaque semaine, ce sera le récap. Bonjour à tous et bienvenue dans le grand show de l'info. Le livre numérique séduit peu les Français. Un Français sur 10 affirme en effet lire des livres numériques, surtout s'ils sont gratuits. Le prix des e-books, vu comme trop élevé, reste un frein au développement de ce mode de lecture et encourage le piratage, selon une étude réalisée par l'IFOP pour Adopi. Le livre numérique entre doucement dans les habitudes des Français. Selon une étude IFOP menée pour l'Adopi, 11% de la population, et plus particulièrement les jeunes urbains, lit désormais des romans, BD ou mangas sur écran. Hormis les gros lecteurs, qui à 47% ont délibérément choisi de lire des e-books, une majeure partie des utilisateurs ont découvert les plaisirs de la lecture numérique un peu par hasard. Un ouvrage à acheter de toute urgence et introuvable en magasin, une valise à alléger avant un départ en vacances. L'existence de milliers de livres gratuits, le plus souvent des classiques tombés dans le domaine public, est le premier argument en faveur de la lecture numérique, devant le gain de place et la facilité de transport. Près d'un tiers des lecteurs numériques ne lisent d'ailleurs que des e-books gratuits qui leur permettent de découvrir des livres qu'ils n'auraient pas lus s'ils avaient dû les acheter. Des revendeurs comme Fnac ou Amazon le répètent et l'étude d'Adopi le confirme, le prix des e-books reste un frein important au développement du marché. Bien que le prix des fichiers ait baissé en France ces derniers mois, l'écart de prix avec le livre physique n'est pas suffisant. Les lecteurs estiment que les e-books doivent coûter moins de 10 €. Deux arguments sont principalement mis en avant. Les coûts de fabrication et de distribution sont perçus comme inférieurs à ceux d'un vrai livre et les lecteurs ne souhaitent pas payer cher quelque chose qui ne leur appartient pas vraiment. Ce déséquilibre entre valeur perçue et valeur réelle encourage le piratage, auquel un tiers des sondés reconnaît avoir recouru. Si 23% des adeptes de l'offre illégale disent télécharger par habitude ou par refus de payer ce qu'on peut trouver gratuitement, l'étude Adopi dresse un portrait nuancé des pirates. Nombre de lecteurs passent par ces solutions, faute d'offres légales satisfaisantes. C'est notamment le cas des lecteurs de manga, qui pointent du doigt les délais parfois importants entre la sortie de l'œuvre et son éventuelle traduction en français. L'attrait du livre numérique pourrait être renforcé si les éditeurs proposaient des offres bundle où pour tout achat d'un livre, sa version numérique serait offerte. Les sondés se déclarent également intéressés par un Netflix du livre leur permettant de lire autant qu'ils le souhaitent contre un abonnement mensuel, une donnée qui devrait intéresser Amazon à l'origine d'une offre similaire baptisée Kindle Unlimited. Mais que les adeptes du livre se rassurent, ce dernier ne semble pas près de disparaître. Près de la moitié des lecteurs disent préférer lire sur papier, tandis que le tiers des sondés voit le livre numérique comme un mode de lecture complémentaire, notamment en mobilité. Une proportion égale affirme que la lecture sur écran est plus fatigante et que le contact avec le papier leur manque. Enfin, les lecteurs soulignent une des faiblesses de l'achat dématérialisé, l'absence de découverte. Près de la moitié des lecteurs savent précisément quel livre ils veulent lorsqu'ils se rendent en boutique en ligne. Les banques alimentaires ont fêté leurs 30 ans le 24 octobre dernier et depuis leur création, le nombre de bénéficiaires augmente chaque année alors que l'aide des pouvoirs s'amenuise. Reportage en région parisienne dans les coulisses de cette banque alimentaire. Sous-sol d'une grande surface parisienne, comme tous les jours, la banque alimentaire vient ici faire son marché. Donc là aujourd'hui on a récolté environ entre 100, 120, 150 kilos de viande, plats cuisinés. Des produits comme ce pain de mie dont la date de péremption approche. Monoprix préfère offrir ce produit à la banque alimentaire que de le mettre à la poubelle.
Direction ensuite la banque alimentaire d'Arcueil, la base francilienne. Aux dons des grands magasins et des entreprises s'ajoutent ceux de l'État et de l'Union européenne, l'un des principaux fournisseurs. Les associations viennent s'approvisionner ici directement. La demande a augmenté de 25% en 5 ans. On s'aperçoit qu'il se crée de nouvelles associations avec des initiatives individuelles et on s'aperçoit aussi que les communes créent de plus en plus d'épiceries sociales pour satisfaire ces besoins. Du café. Oui, oui. Des épiceries sociales comme celle d'Yvette à Bagnolet en région parisienne. Cette ancienne directrice d'école vient à Arcueil tous les jeudis. L'année dernière, elle a vu passer dans sa boutique solidaire plus de 6500 familles. En 2013, j'ai eu 200 familles de plus qu'en 2012. Non, c'est accablant, quoi. Je ne sais pas comment je vais faire et j'ai moins de produits. Moins de produits car depuis cette année, l'Union européenne impose que les denrées qu'elle donne soient délivrées gratuitement. Or, dans les boutiques solidaires, les clients doivent s'acquitter d'une somme symbolique. Yvette compte donc beaucoup sur la collecte annuelle de la banque alimentaire auprès de particuliers pour regarnir ses rayons. Ils nous le resservent sous forme de colis, donc des colis d'huile, des colis de sucre, des colis de café, etc. Et ça c'est important, c'est très très important pour nous. Au bout de la chaîne, on retrouve le plus souvent des chômeurs, des étudiants ou même des retraités. Avec 620 € de retraite par mois, une fois qu'on paye le loyer et tout ça, toujours en train de courir pour avoir des aides, mais malheureusement c'est très difficile. Comme Roland, près d'1,5 million de personnes ont bénéficié de l'aide de la Banque alimentaire l'an dernier. Et puis cette semaine, nous sommes allés à la rencontre d'un survivant d'Ebola. Ça se passe en Ouganda et ces survivants partagent leur expérience alors que le pays reste en alerte rouge face au virus. On regarde tout cela dans ce reportage. L'épidémie d'Ebola a ravagé l'ouest de l'Afrique avec plus de 4500 morts. Sabiti Mugerwa habite en Ouganda, un pays qui n'est pas encore touché par le virus et pourtant il connaît bien trop les symptômes de la maladie. Contaminé par son frère en 2012, il a passé 1 mois à se battre pour survivre. J'avais du sang qui sortait de plein d'endroits de mon corps. C'était affreux. À l'époque, j'étais avec un membre de ma famille. Ils m'ont tout de suite conduit à l'hôpital Moulago où le personnel soignant a pu m'aider. Toute sa famille a été touchée, sa femme, son frère, sa sœur et sa belle-sœur sont décédés. Il vit aujourd'hui avec sa mère, profondément affectée par cette tragédie. Mugerwa est chanceux d'être en vie, mais la maladie l'a ruiné financièrement. Quand j'étais malade, j'ai dépensé toutes mes économies pour me soigner et soigner ma famille. J'ai même dû emprunter de l'argent à mes amis. Quand je suis revenu de l'hôpital, j'ai dû vendre tout ce que j'avais pour rembourser mes amis. Une fois soigné, Mugerwa a été rejeté par sa communauté. Il a dû faire appel à des médecins pour rassurer la population et expliquer qu'il n'était plus malade. Au début, les personnes pensaient que les malades avaient été ensorcelés. Ils les amenaient chez des sorciers pour les soigner. Nous ne savions pas que c'était Ebola. À l'hôpital de Moulago à Kampala, les médecins sont en alerte au cas où les virus reviendraient. Je ne fais pas peur aux gens, mais je dis la vérité. Les derniers cas d'Ebola dans le pays remontent à 2012. En septembre, 5 personnes ont eu des suivis de près par les médecins suite à un décès. Ce n'était pas Ebola, mais le virus de Marburg, une fièvre hémorragique d'Ebola. Pour Mugerwa, le risque de retour du virus ravive des souvenirs douloureux. Tout de suite, c'est le récap, le résumé complet de l'actualité de la semaine. Cette semaine dans le récap, le fabricant de chariots Caddy, repris par un ancien dirigeant, le tribunal de commerce de Paris a donné son feu vert lundi à l'offre de reprise du fabricant alsacien de chariots de supermarché Caddy, filiale du groupe Altia Industrie qui était jusqu'à présent en liquidation judiciaire. L'enquête sur la mort de Rémi Fraisse dimanche sur le site du barrage contesté de Sivens dans le Tarn privilégie la thèse d'un décès dû à une grenade offensive lancée par les gendarmes après la découverte de traces de TNT sur ses vêtements. Voilà ce qu'a annoncé ce mardi le procureur. Et la ministre de l'écologie Ségolène Royal a annoncé ce mercredi qu'elle avait convoqué une réunion à son ministère pour voir un petit peu les parties prenantes
du projet controversé du barrage afin de trouver une solution. Les révélations du canard enchaîné sur la rénovation de l'appartement de fonction de Thierry Lepan embrasent la CGT qui a lancé mercredi une enquête interne et fragilise son numéro 1 qui peine à s'imposer depuis son élection en mars 2013. Selon l'hebdomadaire satirique, les travaux pour cet appartement de 120 mètres carrés ont coûté 130 000 € à la CGT, mais le devis initial était même encore plus élevé, 150 000 €. Le numéro 1 de la CGT aurait donc renoncé à quelques dépenses comme l'installation d'un home cinéma ou d'une cave à vin, et le loyer de cet appartement situé le long du bois de Vincennes près de Paris est de 2 000 € selon le canard enchaîné. Au Burkina Faso, l'armée a pris le pouvoir jeudi soir, là où le président Blaise Compaoré a décidé de démissionner. Des émeutes sanglantes contre son régime ont eu lieu cette fin de semaine, et partenaires du Burkina Faso qui jouent un rôle clé dans l'instable zone sahélienne, Paris et Washington étaient auparavant montés au créneau. La France, ex-puissance coloniale, a plaidé pour un retour au calme et les États-Unis ont exprimé leur vive inquiétude. L'État pourrait débourser plus d'1 milliard d'euros pour rompre son contrat avec Ecomove. Le gouvernement cherche donc à déceler une facture éventuelle inconstitutionnalité du contrat pour faire baisser la facture. Et puis les tarifs réglementés de l'électricité vont encore augmenter. Cette fois, c'est une hausse de 2,5% qui est annoncée et elle entrera en vigueur, elle est entrée en vigueur depuis ce matin, samedi 1er novembre. C'est la fin de cette édition, merci à tous et toutes de nous avoir suivis et rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles actualités sur bigwebtv.fr. Bonsoir.